Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour 5 minutes d'arrêt en droit de la famille. Pour cet épisode de rentrée, commençons par un revirement de jurisprudence portant sur la responsabilité des parents en cas de dommages causés par leur enfant. La Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, réinterprète le critère de cohabitation exigé pour la mise en œuvre de cette responsabilité qui est, rappelons-le, sans faute. Désormais, les deux parents, lorsqu'ils exercent conjointement l'autorité parentale à l'égard de leur enfant mineur, sont solidairement responsables des dommages causés par celui-ci. La Cour de cassation pose toutefois une limite. La responsabilité cesse lorsque l'enfant a été confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire. Auparavant, seul le parent chez qui l'enfant résidait habituellement était responsable, et ce, quand bien même le dommage avait été réalisé, comme en l'espèce, pendant l'exercice du droit de visite de l'autre parent. Quels sont les faits, Julie, qui ont donné lieu à ce revirement? Un enfant de 17 ans a déclenché de multiples incendies. On l'imagine facilement, les enjeux financiers sont conséquents. Les parents sont divorcés et la résidence du jeune est fixée chez sa mère. En première instance comme en appel, seule la responsabilité de cette dernière est retenue. Mais son plafond de garantie ne suffit pas à couvrir l'ensemble des dommages causés. La responsabilité pour faute du père est alors recherchée, mais elle n'est pas retenue par les juges du fond. En effet, un simple défaut de surveillance ne suffit pas à caractériser une faute. En quoi ce revirement de jurisprudence, qui rend les deux parents responsables du dommage commis par leur enfant, était attendu? Ce revirement était appelé de concert par la doctrine et les juges du fond. Ces derniers écartaient parfois le critère de la résidence habituelle de l'enfant au profit du critère d'exercice conjoint de l'autorité parentale ou du lieu de résidence effective de l'enfant au moment du dommage. Comme le rappelle la Cour de cassation, la jurisprudence antérieure soulevait de vives critiques lorsque les parents sont séparés. En effet, le critère de la résidence habituelle de l'enfant prend mal en compte les situations de résidence alternée lorsque les parents conviennent du lieu de résidence des enfants sans saisir le juge. Il se concilie imparfaitement avec l'objectivation progressive de la responsabilité civile des parents et enfin, il s'accorde imparfaitement avec le principe de coparentalité promu tant sur le plan national qu'international. Par cette décision, l'Assemblée plénière précède le législateur. Le projet de réforme de la responsabilité civile prescrit en effet la suppression de la notion de cohabitation. La Haute Cour n'est toutefois pas allée aussi loin et se borne à retenir une nouvelle interprétation de la notion de cohabitation. Merci Julie. Évoquons maintenant un arrêt rendu par la première chambre civile à propos de la prescription des créances entre concubins. Dans cette affaire, des concubins achètent leur logement familial en indivision. Nous sommes alors en 2002. Ils viennent à se séparer et le 6 mai 2021, un jugement ordonne la liquidation et le partage de l'indivision. L'un des concubins se revendique créancier à l'égard de l'indivision, mais sa créance d'apport et ses créances de conservation antérieures au 6 mai 2016 sont jugées prescrites. Il se pourvoit alors en cassation et soulève deux questions prioritaires de constitutionnalité. Première question, la suspension de la prescription, prévue uniquement entre époux et pacsés et non entre concubins, est-elle conforme au principe d'égalité devant la loi? Deuxième question, l'exclusion du concubin qui le contraint à agir en reconnaissance de sa créance durant le concubinage pour interrompre la prescription, méconnaît-elle le droit de mener une vie familiale normale? Quelle est, Caroline, la réponse de la Cour de cassation? Elle refuse de transmettre les QPC au Conseil constitutionnel. La raison est que les concubins sont dans une union de fait dépourvue de cadre juridique, quand les époux et partenaires sont soumis à un statut légal. La différence de traitement qui en résulte, fondée sur une différence de situation, est en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. La solution est logique. Le concubinage n'entraîne aucun régime patrimonial spécifique. Le règlement des flux financiers durant l'union emprunte les règles de droit commun. Régime de l'indivision, société créée de fait, enrichissement injustifié ou encore répétition de l'indu. Le régime de prescription attaché à ces recours est donc celui de droit commun. Mais comment le concubin peut-il éviter la prescription de ses créances sans introduire de recours préventif? Bonne question, Florence. Plusieurs options contractuelles s'offrent à lui. Il peut par exemple convenir d'une reconnaissance des dettes, recourir à une convention d'indivision avec l'autre ou encore à une convention de concubinage prévoyant la suspension de la prescription de leurs créances. Merci Caroline. Terminons par un arrêt du Conseil d'État rendu en matière d'assistance médicale à la procréation. On parle d'AMP ou de PMA. En France, les gamètes recueillis puis conservés dans le cadre d'une AMP sont détruits lorsque leur auteur atteint un âge qui ne justifie plus l'intérêt de la conservation. C'est 60 ans pour un homme et 45 ans pour une femme. Cette règle prend en compte les risques médicaux de la procréation liés à l'âge ainsi que l'intérêt de l'enfant à naître. Dans ce contexte, un homme ayant atteint l'âge de 60 ans est informé de la destruction de ses gamètes dans les 3 mois. Il réclame alors la suspension de la mesure qu'il estime contraire au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par la Convention européenne des droits de l'homme. Quelle est, Florence, la réponse du Conseil d'État?
Eh bien, il répond que le principe d'une condition d'âge pour recourir à l'AMP, qui entre dans la marge d'appréciation de chaque État, et la fixation de cet âge aux 60 ans chez l'homme, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale invoqué. Le Conseil d'État apporte une autre précision intéressante. Le fait d'interdire l'exportation de gamètes conservés en France pour les utiliser à l'étranger à des fins interdites en France ne méconnaît pas davantage les exigences nées de l'article 8 de la Convention. Ainsi, celles et ceux qui ont atteint l'âge limite pour une AMP en France ne peuvent pas exporter leurs gamètes vers un pays étranger qui tolère un plus grand âge. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle vidéo de 5 minutes d'arrêt en droit de la famille.